enfin évident que la corruption et l'arbitraire se développent sur un terrain propice. L'ORTF apparaît de plus en plus nettement sous les traits de l'autoritarisme, comme une chasse gardée du pouvoir et comme un moyen de favoriser les intérêts des grandes sociétés privées. Nous sommes ainsi loin de la conception de départ, formulée par la Résistance, d'un grand service national de l'audiovisuel. Ainsi, les déclarations et les promesses officielles de ces dernières années sur l'autonomie de l'Office, sur sa libéralisation et sur la défense de son monopole ont couvert une évolution pleine de dangers de la politique gouvernementale. On mesure, par l'audace dont ils font preuve, combien cette situation réjouit tous ceux qui rêvent de démanteler l'ORTF au plus vite. Telle est, dans son ampleur et sa gravité, la crise de l'ORTF. Et c'est à toutes ces questions que le gouvernement devrait donc répondre dans les délais les plus brefs. L'affaire de la corruption réclame même une réponse immédiate. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement qu'il précise, dès aujourd'hui, les suites qu'il compte donner aux révélations sur les scandales. Nous ne saurions en effet nous contenter des sanctions annoncées hier par le Conseil d'administration, encore que je tiens à le souligner, après les déclarations de mon ami Roland Leroy lors d'une conférence de presse tenue le 28 avril, il ne peut s'agir pour nous d'une affaire individuelle et encore moins d'une prétendue chasse aux sorcières dont a récemment parlé le directeur général de l'ORTF. La parole est à Monsieur Després-Aumont. Vous avez marqué, Monsieur le Premier ministre, et de manière constante, votre souci de voir garantir le caractère libéral de l'information. Vous avez raison et nous sommes fermement décidés à vous soutenir. Ce caractère libéral, cette objectivité, comme on dit, appelle la pluralité, l'équilibre. Or, comment ne pas remarquer très fréquemment, à travers magazines d'information dramatiques, émissions culturelles, comme le souffle d'une mauvaise conscience, souvent morbide, que l'on peut respecter comme le témoignage d'un créateur, mais qui devient difficile à admettre quand elle se présente comme le sous-produit systématique d'un esprit de caste et dont, en tout état de cause, on ne peut que contester qu'elle soit le seul témoignage à apporter et la seule image à donner de notre monde et de notre société. Et quel curieux reproche, Monsieur le Premier ministre, que nous entendions encore tout à l'heure, que celui de ceux qui accusent le gouvernement de peser lourdement sur l'établissement public autonome que constitue l'ORTF. Et quelle curieuse attitude aurait ce gouvernement qui s'efforcerait impérativement d'obtenir de la télévision qu'elle soit plus attirée par ce qui ne va pas dans ce pays qu'attentif au bilan positif de l'action gouvernementale. Nous demandons simplement que l'on donne de la France une image vraie jusque dans ses faiblesses, mais pas une image tronquée qui inverse systématiquement les réalités. Nous demandons qu'on ne confonde pas systématiquement télévision avec ciné-club ou théâtre d'avant-garde, que l'on ne commette pas l'erreur qui consiste à croire que l'on éveillera l'intérêt pour le théâtre ou la lecture en présentant des œuvres hermétiques qui décourageraient les meilleures volontés. La parole est à Monsieur Achille Fould. Je ne crois trahir ici ni le secret de nos délibérations, ni l'esprit de mes collègues en disant que l'ambiance et les structures actuelles de l'Office reflètent pour l'avenir l'incapacité dans les conditions actuelles de poursuivre une tâche conforme à sa vocation. Grandi trop vite, dans une armure rigide et devenue trop étroite pour le contenir, ce corps se gangrène ou s'échappe par tous les interstices, mal contrôlé,
par une direction générale trop centralisée et qui veut tout contrôler, et s'aperçoit qu'à vrai dire, elle n'est en fin de compte qu'une main molle dans un gantelet de fer. Ainsi, malgré la conscience et le dévouement d'un directeur général dont la bonne volonté n'est pas ici en cause, et qui lutte comme il peut contre la paralysie due aux structures mêmes de l'Office, s'est instauré aux divers échelons un laxisme, souvent bon enfant, parfois coupable et générateur des abus constatés. Quelques roitelets profitent sans contrôle et parfois sans vergogne de la situation, faisant leur chemin au travers des mailles de structures floues, voire contradictoires, parmi des chapelles indépendantes et des clans concurrents, confondant à l'occasion leurs intérêts personnels et ceux de l'Office dans une ambiance où la tolérance devient, sans s'en rendre compte, complicité. Merci, M. Achille Foul. La parole est à M. Delorme. Lorsque l'ORTF avait passé un accord avec Hachette pour les vidéocassettes, je vous avoue que nous avons été certains à éprouver quelques craintes. Nous savons que vous avez détaché à la tête de cette grande maison l'un de vos plus intimes collaborateurs, mais que certes les aventures récentes d'Havas vont inspirer prudence dans la gestion. Nous espérons que tout sera étudié en fonction de l'intérêt public, mais permettez-nous également de vous signaler qu'un service national comme l'Éducation nationale, qui va être un des premiers clients, ne doit pas servir seulement des intérêts privés. Il faut que le Parlement soit sur ce point éclairé et nous attendons votre réponse. Les interférences d'intérêts privés, d'ailleurs, nous nous en rendons compte. Ces interférences mènent fatalement aux abus, aux combines, aux scandales. Alors évitez-nous d'ajouter à ceux de la Villette, du Parc des Princes, des Ferrailleurs de Lyon, des scandales immobiliers et d'autres. Mais il faut bien le dire, tout ceci m'amène à conclure et à me demander si le jour, il y a 10 ans, où l'on a renoncé au monopole pour la production, en la confiant de plus en plus, je vous écouterai volontiers, de plus en plus au secteur privé, en introduisant la publicité à l'ORTF, le gouvernement n'a pas largement ouvert la porte à tous les abus. La parole est à M. Gruyotteur, auteur de la 5e et dernière question. Hier, à la veille de ce débat, pour étayer la notion d'indépendance, le conseil d'administration de l'Office s'est réuni, a délibéré et a même tenu une conférence de presse pour faire connaître ses décisions. Je n'aurai pas la cruauté de porter un jugement sur ces déclarations, la presse du matin l'a fait. Mais si l'on veut s'affirmer comme un vrai conseil, on sait aussi qu'il existe des actionnaires qui peuvent, lorsqu'ils sont mécontents, vous révoquer. Où sont, Monsieur le Premier ministre, les actionnaires? Où sont les porte-paroles? Vous voyez bien que ce type d'autonomie n'est qu'une fiction qui, peu à peu, détruit la notion de service public. Or, l'État a la responsabilité d'un organisme dont les ressources sont fixées par lui, dont les 3/4 du reste proviennent d'une redevance assimilable de plus en plus à un impôt. Je viens d'utiliser, Monsieur le Premier ministre, les 2 maîtres mots qui ont inspiré les travaux de la commission de contrôle, service public et responsabilité. Je les opposerai volontiers, pour ma part, à ceux utilisés hier encore par le conseil d'administration, monopole et autonomie. L'ORTF, bien qu'organisme récent, présente tous les symptômes de sclérose de la société bloquée. Et cela est sans doute l'effet d'un irréalisme qui le pousse à vivre dans des chimères, à s'occuper de tout, y compris de ce qui ne le concerne pas. En vérité, les gens qui connaissent le mieux ses vices, ce sont ses dirigeants. Ils n'en sont sans doute pas plus responsables que ceux qui dirigeaient une 4e République ingouvernable. Quand la nature même d'une société est équivoque, les meilleurs s'épuisent à accomplir des tâches mal définies, beaucoup renoncent, quelques-uns profitent. Tiens donc à l'ORTF
à partir des faits révélés concernant les agents de l'Office, d'approfondir l'enquête de manière à compléter, le cas échéant, ces dossiers et les suites à y donner. Et c'est bien ce que fait l'Office, puisque dans sa dernière séance, le Conseil d'administration a constaté que 4 cas nouveaux lui ont été révélés par les rapports parlementaires, qui s'ajoutent aux 18 déjà sanctionnés. Et il a été prescrit un complément d'enquête de manière à pousser au bout les investigations concernant ces 4 cas. Et je ne vois pas ce qu'il était possible de faire d'autre, ni de plus. Ainsi, en ce qui concerne les personnes, disons les coupables, et les mesures individuelles, nous constatons que les autorités responsables de l'Office ont jugé inadmissible ce qui est effectivement inadmissible et ont agi en conséquence. Certes, je l'accorde à M. Delorme, le déroulement de ces enquêtes administratives et de ces procédures disciplinaires a pris du temps, mais cela est normal, car d'une part, les faits à élucider sont complexes, et votre commission l'a d'ailleurs souligné, et d'autre part, quelle que soit la gravité des accusations, toute procédure disciplinaire doit préserver scrupuleusement les droits de la défense. Je pense que personne ici ne le contestera. Il ne s'agit ni de satisfaction béate, ni de dénigrement systématique, ni d'aveuglement, ni non plus de chasse aux sorcières. Et je voudrais traiter maintenant d'un autre problème, très important, moralement essentiel, et, c'est bien normal d'ailleurs, souvent mal connu. Je veux parler des appels à la générosité publique auxquels les missions parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale ont consacré une part importante de leur rapport. Je précise et je souligne que l'appui de ces moyens apportés par l'ORTF n'a comporté et ne comporte, comme il est convenable, aucun prélèvement d'aucune sorte sur le produit des collectes. Cela va sans dire, mais va mieux en le disant. Pour le reste, c'est-à-dire la rémunération de concours extérieurs ou de sociétés de relations publiques, ce sont jusqu'à présent les usages suivants qui ont prévalu. Comme les organismes qui sont à l'origine de ces appels, de ces campagnes et de ces appels à la générosité du public, n'ont ni l'expérience ni les moyens de mener à bien de telles campagnes pour leur donner toute l'ampleur et l'efficacité désirables, leurs dirigeants se sont trouvés dans la nécessité de rémunérer des services rendus. Et ils ne pouvaient le faire, le plus souvent, pas toujours, qu'en y consacrant une proportion, à vrai dire, faible de l'argent collecté. Il n'y a là rien de contraire à la loi, ni même à proprement parler de répréhensible, mais il faut avouer que tous ceux qui ont fait acte de générosité et pour qui cela a pu représenter souvent un sacrifice personnel, pour tout cela, il y a quelque chose d'inadmissible, quelque chose de choquant à constater qu'une part de leur don, si faible soit-elle, a été distraite de son objet. Il faudra donc, à l'avenir, que les conditions d'organisation de ces campagnes soient précisées à l'avance et qu'il soit bien clair, acquis et garanti que pas un centime, je dis bien pas un centime, ne sera prélevé sur le produit de la collecte pour assurer leur financement. Telle est la garantie à laquelle le public a droit et telle est en même temps la condition à laquelle le gouvernement subordonnera désormais son autorisation à l'ORTF
de prêter son concours à ces campagnes. En conclusion, et sans forcer les mots, je dois souligner que sous la tutelle du gouvernement, l'Office a réagi sainement et je souhaite que les réponses que je viens de vous donner permettent à l'Assemblée nationale et à l'opinion publique de prendre la juste proportion des affaires qui ont été évoquées ici. Je parle de la publicité clandestine. Dire que la corruption règne avec l'autoritarisme, que l'ORTF est une chasse gardée du pouvoir, M. Gosselin, est aussi faux que de dire que le référendum a été un échec pour le oui, et quand je dis aussi faux, je veux dire archi faux. Archi faux. Et en effet, mesdames et messieurs les députés, Un peu de calme, s'il vous plaît. il ne faudrait pas que les fautes de quelques-uns, d'ailleurs punis, portent préjudice à l'ensemble des personnels de l'ORTF et de ce fait au service public de radio-télévision française, qui doit être au service de tous, c'est-à-dire ouvert à tous, accessible à tous, compréhensible par tous, c'est-à-dire en effet une télévision pour tous les Français.